Voilà, donc j'étais comme vous aujourd'hui à assister à l'entier de cette séance. Donc vous vous dites maintenant, mais qu'est-ce qu'il va faire en fait? C'est la question que je me suis posée un petit peu tout cet après-midi. C'était extrêmement chargé, évidemment. Il y avait beaucoup d'informations sur différents domaines. Donc mon objectif ici, c'est de vraiment faire une espèce de grand pas en arrière. Et ensuite, vous verrez qu'il y a des retours qui se font avec plusieurs interventions qui ont été proposées aujourd'hui, mais quelques en fait, guidelines qui me sembleraient assez importantes à garder, aussi dans nos propres pratiques à l'université, parce qu'on va évidemment parler de ça aussi un petit peu, c'est-à-dire que un mot qui est revenu très très souvent aujourd'hui, c'était l'interdisciplinarité. C'est évidemment au centre d'à peu près tout ce qu'on veut faire. Ça vient d'être cité d'ailleurs dans les différentes équipes, et en particulier dans la dernière. Il est absolument central aujourd'hui de faire travailler et converger ensemble un certain nombre de compétences, et c'est l'objectif. Alors, qui suis-je pour vous parler de tout ça? Je suis donc le chargé de mission scientifique en transition numérique de la direction de l'Université de Lausanne. Je suis aussi en fait maître d'enseignement et de recherche en faculté des lettres. Alors, vous pourriez vous dire peut-être, voilà, que vient faire la faculté des lettres ici? J'ai beaucoup aimé l'intervention de madame, je ne sais pas si elle est encore là tout à l'heure, qui disait mais il faut absolument qu'on remette le grec, qu'on aille discuter avec vous êtes là exactement. Et j'avais envie de vous dire justement, on le fait, c'est-à-dire on essaye vraiment de mettre sur pied tout un nombre de stratégies, y compris dans toute la mouvance des humanités numériques, pour mettre ça en avant. Alors bien sûr, on a, disons, un certain nombre de collègues qui adoptent encore cette posture que vous voyez ici, qui est une posture très historique, mais maintenant, évidemment, le genre de questions et le genre de journées qui sont organisées aujourd'hui, on les organise aussi à une autre échelle, c'est-à-dire qu'il y a quelque temps, j'étais justement à Zagreb pour discuter de ces questions. Que peut faire, en particulier l'université, par rapport aux questions de digitalisation et d'éducation, et en particulier par rapport à toutes les questions qui sont liées justement à l'apprentissage personnalisé, etc. Donc, c'est des questions évidemment qui se posent, et c'est des questions auxquelles on répond aussi de façon parfois très concrète. Je voulais juste venir sur un petit cas avant de partir vraiment sur l'analyse très particulière, et puis remettre en avant les différentes composantes essentielles de cette journée. Là, vous avez en fait le genre de données sur lesquelles sont habitués à travailler nos collègues de l'université et de la faculté des lettres ici en particulier. En l'occurrence, des données qui sont totalement analogiques. On pourrait se dire, mais qu'est-ce qu'il y a en fait de digital là-dedans? Il se trouve qu'aujourd'hui, nos collègues, mais aussi les étudiants, sont amenés à travailler sur des modélisations 3D, voire à accompagner le travail de modélisation 3D de ce type de données. Donc dans des domaines qui sont aussi, qui pourraient paraître en tout cas aussi éloignés de la technologie que l'archéologie par exemple, qui continue à travailler avec des systèmes de fouilles, on est amené à travailler avec à mobiliser des drones et par conséquent aussi à mobiliser l'intelligence artificielle. Donc vous voyez, il y a quand même une légitimité à ce que j'essaye de tirer une sorte de conclusion un petit peu de cette journée. J'ai un peu de peine à faire avancer les dias. Voilà. Donc j'étais assis un petit peu plus haut et évidemment vous avez suivi comme moi ces différentes interventions. J'ai commencé au départ par faire une sorte de listing en mettant les uns après les autres. Et je me suis dit voilà, je ferai une synthèse au cas où des personnes viennent de nous rejoindre. Je suis désolé, je pense que ce serait très très ennuyeux pour la plupart des personnes qui nous font rêver d'étudiants comme vous, c'est-à-dire qui ont été présents à peu près toute la journée malgré la chaleur. Donc je vais revenir en fait sur un certain nombre de principes qui me semblent assez fondamentaux et que peut-être vous pouvez accompagner avec vous, ramener chez vous en fait, quel que soit votre avancement actuel dans l'intelligence artificielle. Le premier élément qui me semble absolument fondamental et qui converge en fait dans tout ce qui a été dit aujourd'hui, c'est qu'il va s'agir de collecter des données. Si vous ne le faites pas actuellement, la question se pose véritablement. Utiliser des données externes, mais aussi les collecter. Et les collecter d'une façon assez particulière, c'est-à-dire les collecter d'une façon intelligente, avec une qualité ajoutée. J'ai l'impression que ce qui est revenu à plusieurs reprises aujourd'hui, et dont on a entendu dire aussi, que ce soit par par différents intervenants, Zuperuli et autres, c'est l'idée que en fait, ces données doivent aussi avoir une valeur ajoutée et qu'on va devoir se poser des questions en fait, sur leur utilisation. Ici, vous voyez un slogan que j'ai trouvé cet après-midi en cherchant différentes images. Ce slogan est porté en fait c'est le slogan d'une entreprise dite Iveri qui travaille en particulier sur l'intelligence artificielle.
Et j'ai l'impression que ce slogan rassemble un petit peu ce qui a été dit aujourd'hui, c'est-à-dire que finalement, on peut extraire aujourd'hui des données et dans un certain nombre de cas, même sans connaissance préalable, on peut en extraire en fait un nouveau type de savoir. Ce qu'on fait aussi évidemment à l'Université de Lausanne sur des tas de types de données différentes. Et puis j'ai aussi trouvé cette autre image en faisant la recherche, c'est-à-dire que tout n'est peut-être pas aussi beau que ce qu'on pourrait imaginer, c'est-à-dire que de temps en temps, ben oui, ça marche bien, mais on doit aussi être extrêmement attentif au type de données qu'on sélectionne et à comment est-ce qu'on les utilise. Donc on en a déjà parlé, vous l'avez entendu un certain nombre de reprises, évidemment tout ce lot de problèmes, on peut extraire de nouvelles choses, c'est vrai, mais on doit aussi être extrêmement attentif et attentive à ce que l'on va retenir, quel type de biais est-ce qu'on constitue. Et vous savez que, de même qu'on entend une sorte on a parlé plusieurs fois aujourd'hui des fantasmes qui accompagnent l'intelligence artificielle, et bien évidemment, il y a toutes les dérives qui font de temps en temps en fait, les scandales des médias, que ce soit sur des appariements particuliers produits par Google ou autres, tous ces systèmes. Et par conséquent, la traçabilité en fait, et l'utilisation des données, leur valorisation et la capacité en fait, de rendre compte de ce qui a été sélectionné, c'est-à-dire jusqu'à un certain point d'ouvrir les boîtes noires. Alors, il a été dit tout à l'heure qu'effectivement, les boîtes noires, dans leurs algorithmes, ne peuvent pas être ouverts. On doit en tout cas faire le maximum pour tout ce qui peut se faire autour, c'est-à-dire vraiment s'assurer que les données ont été relativement bien sélectionnées, que c'est des données pertinentes par rapport à ce qui doit être choisi, et c'est quelque chose que j'ai entendu plusieurs fois. Un autre élément, donc cette collecte de données est absolument centrale. C'est la question qu'il s'agit de se poser. J'ai fait quelques lectures préparatoires par rapport à cette séance. C'est quelque chose qui revenait très très souvent pour les entreprises qui ne seraient peut-être pas encore impliquées dans ce type de procédure. C'est de savoir justement où est-ce que je peux commencer aujourd'hui à collecter des données. Est-ce que je peux moi-même les produire, voire est-ce que je peux croiser des données qui ne viennent pas de mon champ particulier, mais qui seraient profitables de façon générale. On a entendu parler plusieurs fois aujourd'hui du type de recoupement qui pouvait être fait, notamment le croisement de ces différentes données. Ce n'est pas parce qu'actuellement vous n'avez pas nécessairement de données ou que vous ne les mettez pas en avant ou que vous ne les produisez pas que vous ne pouvez pas tirer bénéfice d'autres données qui sont produites par d'autres services. Et ça, c'est quelque chose qui revenait, me semble-t-il, aussi assez souvent. Le deuxième point absolument central, c'est évidemment la collaboration. C'est le point qui sera certainement le plus long de cette présentation. Collaborer, qu'est-ce que ça veut dire? J'aime beaucoup cette citation de William Gibson. Le futur est déjà là, il n'est simplement pas réparti équitablement. C'est sans doute le cas dans cette salle. C'est-à-dire que vous avez toutes et tous une certaine connaissance dans l'intelligence artificielle. Cette journée l'a certainement augmenté jusqu'à un certain point, mais il y a des personnes qui ont déjà un profil expert et il y a des personnes qui sont, entre guillemets, au début par rapport à ça. Et en fait, à peu près dans toutes les institutions, y compris à l'Université de Lausanne, qui est un contexte que je connais bien, eh bien, on a des différences qui sont parfois très importantes d'un bureau à l'autre, voire d'une unité à l'autre, voire d'un département à l'autre. Et par conséquent, en fait, souvent le type de frein qu'on va rencontrer n'est pas nécessairement un frein technologique. Ça a été évoqué d'ailleurs le fait que ces technologies sont accessibles relativement directement et relativement aussi gratuitement, avec l'intérêt des entreprises évidemment qui se servent des données produites dans ce contexte ou qui monétisent ce type de service. Mais dans tous les cas, dans les institutions ou dans les entreprises, un élément qui ressort assez souvent manifestement aussi des études que j'ai pu lire, c'est qu'avant tout, il faut réussir à dépasser les blocages qui sont ceux des ressources humaines. Il faut passer par une sorte de mutualisation des connaissances. Et ça, c'est véritablement central, on va revenir un petit peu là-dessus. Donc, comment est-ce qu'on fait, en fait, pour mutualiser? Eh bien, là, on peut se servir d'autres types de connaissances, qui sont des connaissances qui nous viennent plutôt de la sociologie, c'est-à-dire que les groupes d'experts, lorsqu'ils sont chacun dans une salle différente, collaborent relativement mal. Les informations ont de la peine à circuler. Ça, c'est des informations qui nous sont données par la sociométrie directement. On a vu aujourd'hui qu'il s'agissait à chaque fois de faire collaborer des gens. Si vous avez une start-up, c'est, entre guillemets, relativement facile. Ça ne va pas de soi, mais il s'agit évidemment de constituer dès le départ un certain pool d'équipes, ce qui n'est pas nécessairement possible dans votre département, votre unité ou votre entreprise. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire dans ce type de contexte? Eh bien, déjà, essayer d'apporter une culture agile. Ça, c'est quelque chose qu'on a entendu plusieurs fois aujourd'hui. Je ne sais pas dans quelle mesure cette conception de culture agile est très partagée. Qui l'entendait, qui la connaît bien, disons, la connaît bien, voire la pratique ici. Voilà. Et c'est ça qui est assez frappant, en fait, c'est qu'à vrai dire, on a
rapport particulier avec l'informatique. Mon collègue Benoît Garbinato disait tout à l'heure, on a une sorte d'amnésie par rapport à l'informatique. Systématiquement, en fait, on oublie ce qu'il s'agit de faire par rapport à Enfin, on oublie l'histoire et les époques par lesquelles on est passé. Ça a évidemment un avantage, on va dire, économique, mais de façon générale, en fait, les modifications qui sont importantes aujourd'hui et qui vont permettre l'intégration de l'intelligence artificielle, c'est aussi une adaptation humaine. C'est-à-dire de voir vraiment comment est-ce qu'on peut travailler autrement, comment est-ce qu'on peut partir dans ces cycles de travail qui sont des cycles où on se permet d'échouer beaucoup plus rapidement, en fait, et où on essaye des choses sur une durée qui est beaucoup plus courte. Donc, vous renseignez, on a entendu plusieurs fois parler de cette notion de veille, c'est-à-dire aller collecter des données sur ce qui se passe du côté de l'intelligence artificielle, mais aussi récupérer, entre guillemets, la culture qui est propre à l'informatique. On a souvent tendance, en fait, à récupérer les produits de l'informatique sans se rendre compte que l'informatique est aussi porteuse d'une culture à proprement parler et que c'est peut-être elle, ou en tout cas c'est au moins autant elle, qui change le monde d'aujourd'hui que les avancées technologiques et le big data. Donc vous voyez cette scène un petit peu christique de cette dia ici, avec là où le fameux manifeste de l'agilité a été défini. Et comme ça a été évoqué, il y a différentes façons de l'intégrer. Il y a la forme, disons, qui est très condensée, fermée, respectueuse d'un certain nombre de standards ou du manifeste tel qu'il a été envisagé. Et on a entendu tout à l'heure aussi que dans certains cas, on pouvait se permettre d'avoir plus une sorte de philosophie de l'agilité, et ça, c'est évidemment extrêmement important. La philosophie de l'agilité, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, comme on le disait tout à l'heure, d'essayer de décloisonner les gens en tout cas. Faire en sorte, en fait, que dans vos équipes, il n'y ait pas que le même profil. C'est ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure. C'est ce qu'on essaye de faire un petit peu à chaque fois à l'université, c'est-à-dire faire attention à ce que les personnes d'une même unité ne soient pas toujours ensemble. Parce que d'une part, ils vont avoir moins d'idées un petit peu à la marge de leur conception qui vont arriver. Évidemment, ils vont penser selon ce qu'ils ont déjà fait. Mais d'autre part, ils vont faire bloc par rapport à de nouvelles idées assez facilement. À partir du moment où on mutualise véritablement les équipes et qu'on fait travailler des gens ensemble, eh bien là, on peut aller vers de l'innovation avec ou sans intelligence artificielle. Là, vous avez d'ailleurs à l'écran, par rapport à cette idée de Benoît Garbinato tout à l'heure, qui disait « mais l'intelligence artificielle et de façon générale, l'évolution porte aussi sur une culture logicielle qui est une culture biologique ». Vous avez à l'écran en fait une photo de l'évolution du langage Python, donc un langage de programmation, et de sa constitution avec un nombre d'acteurs extrêmement important. Les technologies qu'on utilise aujourd'hui, en particulier celles qui sont open source, se basent justement sur une collaboration de personnes qui ont des environnements qui sont très très divers. Et ça, il faut essayer de le reproduire aussi évidemment chez vous. La collaboration, c'est aussi une collaboration interinstitutionnelle. C'est ce qu'on montre un petit peu aujourd'hui. C'est un des bénéfices, je pense, de cette journée. Et c'est quelque chose qu'on a entendu à plusieurs reprises. C'est-à-dire, on travaille avec des gens un petit peu de partout. On travaille avec le monde académique, ça nous donne un input qui est important. Et c'est quelque chose qui va aussi, évidemment, dans l'autre sens. Le monde académique a beaucoup à gagner, à interagir avec les entreprises, à envoyer des gens, à faire des échanges de connaissances. Et ça crée un cercle vertueux, vous le voyez ici, donc les universités qui interagissent avec les industries, qui interagissent avec les institutions culturelles, qui ont donc un impact sociétal, qui ensuite est repris aussi par les universités. Donc là, il y a une boucle, en fait, dans laquelle il y a tout à fait possibilité de s'intégrer. Et le monde académique a beaucoup changé aussi par rapport à ceci, c'est-à-dire aujourd'hui le montre, mais disons de façon plus générale, pour qu'il y ait des intégrations qui aillent dans ce sens. Donc la collaboration, d'une part au sein des équipes, et puis ensuite de façon interinstitutionnelle. C'est quelque chose qu'on a entendu souvent aujourd'hui. Pour une petite anecdote, peut-être vous vous dites oui d'accord, mais moi je rentre chez moi, qu'est-ce que je peux faire en fait à proprement parler? Est-ce que je peux vraiment établir des collaborations? Ça va prendre du temps, je vais me retrouver vis-à-vis de mon boss, à moins qu'ici j'ai que les boss, mais disons comment est-ce que je vais pouvoir en fait instaurer cette culture? Mais on s'est rendu compte aussi que des choses toutes simples peuvent avoir un impact. Là vous avez une photo en fait de l'Anthropole à l'Université de Lausanne, dans laquelle j'ai passé plusieurs années, et depuis à peu près, j'ose pas compter, ça va me faire peur, mais depuis plusieurs années maintenant, en fait, je n'arrive pas à me repérer dans ce bâtiment. Ce défaut, en réalité, est une vertu assez considérable parce qu'il amène les gens à se rencontrer. Systématiquement, en fait, on se croise dans les couloirs, des gens d'un autre département, on cherche quelque chose, et « Ah, mais tiens, au fait, je voulais te dire, j'ai vu ce projet, etc. » Il y a des choses qui peuvent naître de ce côté-là.
Dans un livre que j'ai lu sur l'intelligence artificielle et leur intégration, dont je vais vous montrer un petit peu plus tard, pour créer de la collaboration, sans mettre sur pied toutes les stratégies agiles et autres, les auteurs proposaient deux choses. Un, synchroniser les pauses, par exemple entre les informaticiens, les services techniques et puis les différents acteurs de l'entreprise à proprement parler. Et puis deux, diminuer la taille des tables, pour éviter des sortes de regroupements des gens, en fait, pour qu'ils refassent ces clusters. Avec des petites tables, on est obligé un petit peu de se mélanger davantage. Donc des fois, c'est des petites ruses, en fait, qui permettent de créer cette collaboration au-delà des grandes décisions. Autre composante importante qu'on a entendue plusieurs fois, c'est la formation. Alors, la formation, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Si on veut passer à la dia suivante, ouais, c'est ça. Et en l'occurrence, former, on l'a dit tout à l'heure, c'est aussi établir des collaborations. Aujourd'hui, il y a une véritable possibilité de collaboration qui vient, entre guillemets, d'en haut, c'est-à-dire d'un niveau à proprement parler gouvernemental. Vous avez ici les défis de la numérisation pour la formation et la recherche en Suisse, un rapport qui a été émis par le Conseil fédéral en juillet 2017 et qui donne une véritable impulsion, voire des investissements dans ce genre de domaine. Ce qui veut dire que plus que jamais aujourd'hui, l'intention est mise sur une augmentation générale des compétences en informatique dans la population. Ce qui veut aussi dire, vu qu'on arrive à ce constat particulier, qu'en fait, on a un déficit spécifique. La littératie digitale, les compétences informatiques ne sont pas véritablement partagées aujourd'hui. Elles ne le sont vraiment pas du tout. On a tendance à penser aussi que cette littératie va venir d'elle-même, très simplement, parce qu'on va avoir des digital natives. Vous l'entendez très souvent. En fait, j'aurais peut-être besoin de recruter juste des jeunes dans mon entreprise pour qu'à partir de ce moment-là, ils sachent apporter ce type de logique. Et on sait aujourd'hui que ça n'est pas vrai. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a affaire à des usagers, certes experts avec les digital natives, qui vont peut-être pouvoir résoudre certains problèmes, en particulier par rapport à des machines, mais qui n'ont pas nécessairement le savoir informatique par rapport aux data scientists ou autres. Donc ça, c'est quelque chose qui est évidemment à construire et qui est aussi à valoriser. Une des stratégies, ça peut être évidemment l'attente. On a entendu parler plusieurs fois de la formation aujourd'hui. Vous savez qu'en particulier sur le canton de Vaud, il y a de grandes initiatives pour valoriser l'éducation numérique. Ça a été évoqué par le vice-recteur François Bussy tout à l'heure, c'est-à-dire les différents acteurs de la formation vraiment travaillent de façon à faire converger les compétences, y compris en créant des équipes multidisciplinaires. Ce qui veut dire que potentiellement votre entreprise pourrait bénéficier d'un échange de compétences, voire de séminaires conjoints, où il y a une montée systématique en fait, des compétences en informatique d'un côté et puis des compétences métiers de l'autre. J'ai beaucoup apprécié d'entendre parler de la valorisation des compétences des personnes sur place qui ont un savoir métier. On a cette impression en fait qu'on est dans une obsolescence. Oui, on est dans une obsolescence des connaissances, mais ça ne veut pas dire que les compétences spécifiques que vous avez du côté de savoir stratégique ou par rapport à l'entreprise sont, eux, devenus obsolètes. Bien au contraire, en fait. Ils vont rester d'une très grande importance. Ça veut aussi dire, et ça on l'a entendu à plusieurs reprises, qu'on doit passer dans une logique d'apprentissage à peu près permanent et autonome. Vous savez que les moyens pour ce faire aujourd'hui explosent, que ce soit par l'auto-formation sur Internet. Ça pose aussi évidemment beaucoup de questions aux universités. Comment faire diffuser leur offre, voire se positionner par rapport à ce type d'offre. Et par conséquent, en fait, offrir des opportunités d'apprentissage permanent, soit en mélangeant les gens, mais aussi en leur donnant de l'espace pour le faire. Assez systématiquement, ce qu'on entend, c'est, voilà, en plus, on va vous demander du digital. Bon, mais je fais déjà, enfin, ma journée est déjà pleine, qu'est-ce que vous voulez encore m'embêter avec du digital ? Ben, il faut libérer du temps. Et si on regarde les différentes entreprises qui ont su se distinguer dans ce domaine, elles ont toujours réussi, typiquement Google est resté assez célèbre pour ce type de stratégie, à ménager un espace spécifique pour les projets personnels, le type de développement. Donc laisser de l'espace aussi pour un espace d'auto-formation et ensuite valoriser ce genre de choses. Je cours un peu parce qu'on m'a demandé de faire un peu plus vite. Donc. Autre composante qui est absolument centrale, c'est inspirer les gens. Aujourd'hui,
on a entendu plusieurs fois parler des dérives de l'IA, c'est-à-dire l'intelligence artificielle, elle véhicule aussi un certain nombre de fantasmes. Et puis, j'ai trouvé très intéressante la première présentation où en fait on nous disait, mais vous savez, l'intelligence artificielle, c'est pas véritablement ce que vous imaginez, c'est pas aussi phénoménal que ça, c'est finalement pas mal de bullshit, de buzzwords, etc. Mais ensuite, on nous a fait des démonstrations qui laissaient un petit peu sans voix, presque inévitablement. Hein. Générer du texte comme ça, je suis aussi écrivain, je ne peux pas dire que ça ne me mette pas soit dans une instabilité, soit que ça ne m'interroge pas, voire ça ne me rende pas admiratif par rapport au type d'effort que je peux faire de l'autre côté. Donc, ce qui veut dire que, évidemment, on doit prendre en compte cette dimension émotionnelle. Et j'imagine qu'ici, il y a plusieurs chefs d'entreprise qui se disent « Bon, ben voilà, je vais retourner chez moi et j'ai vu aujourd'hui des choses très intéressantes, ce serait vraiment bien, effectivement, de les intégrer. Maintenant, voilà, je vais aller vers mes collègues, je vais leur dire il faut absolument qu'on passe à l'intelligence artificielle. Et dans ce genre de contexte, vous risquez un petit peu de passer pour ce type de personne. » C'est-à-dire l'inspecteur gadget qui arrive et qui dit « Ah, mais j'ai trouvé ce dernier truc, ça va être super ». Et on l'a entendu, vous êtes dans un contexte extrêmement compétitif, en plus avec des dangers, comme ça a été évoqué à plusieurs reprises aujourd'hui, soit par l'exemple d'entreprises qui sont extrêmement florissantes, soit simplement par raisonnement théorique, que la disruption, elle peut être partout, que donc pour survivre, il va s'agir de faire changer les choses, et donc la tentation en fait à changer, elle est extrêmement importante. Et on a entendu plusieurs fois que ce changement devait vraiment faire sens et qu'il devait être un petit peu établi. Alors, comment faire, entre guillemets, pour revenir chez soi et amener ce type de compétences et avoir une position de leadership, en fait, qui soit inspirante, sans passer pour l'inspecteur gadget? Eh bien, je vais vous parler d'un petit exemple personnel. On a dit plusieurs fois aujourd'hui ce qu'il s'agissait de mettre dans les présentations. Ça serait bien de mettre un chat dans une présentation. Il faut surtout mettre un chat parce que ça rend les gens ensuite apprécier, etc. Ensuite, on a dit, je vais avoir affaire à des économistes, donc surtout mets une équation spécifique d'économie, c'est très important. Là, je vous mets au tableau ce que je ne dois absolument pas mettre à mes étudiants en lettres. Si je leur présente ça, en fait, ils partent. D'accord ? Ils s'enfuient. Ils ne sont pas venus là pour ça. Ils sont venus pour... Et sans doute que les personnes qui sont dans vos entreprises, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on fait à convaincre les gens d'adopter ce type de technologie? Parce qu'il y a vraiment un enjeu en fait, d'adoption. Vous savez qu'il y a un impact. Vous avez pu le voir aujourd'hui pour un certain nombre de cas. Comment est-ce qu'on va transmettre ce type de savoir? Eh bien, en se calibrant vraiment par rapport à son profil. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce type de réaction est presque inévitable quand j'arrive avec une technologie vis-à-vis de mes étudiants qui sont étudiants et étudiantes qui, en fait, peut-être ont même un trauma par rapport aux mathématiques. Alors que potentiellement, c'est des personnes qui pourraient véritablement tirer parti de ce genre de technologie, que ce soit pour de la reconnaissance de forme, d'analyse de textes littéraires, de la génération de textes littéraires, d'œuvres historiques, etc. D'accord ? Donc, par rapport à ce type de stratégie, qu'est-ce qu'il s'agit de faire ? Vous avez ici une image de Milton Erickson, le plus grand hypnothérapeute, l'hypnothérapeute le plus connu, qui a influencé à peu près non seulement des études marketing générales que vous pouvez trouver sur les stratégies de communication en hypnose et autres, mais aussi en fait tous les mouvements de thérapie, y compris de thérapie stratégique. Et dans ce genre d'éléments, en fait, le conseil est toujours le même. Il faut d'abord aller rejoindre les gens à l'endroit spécifique où ils sont. Et ensuite, vous pourrez les amener ailleurs. L'intelligence artificielle, c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire aujourd'hui, on a entendu parler d'un certain nombre d'éléments qui étaient très importants. On a vu certains domaines d'application spécifiques et sans doute que vous vous dites, eh bien voilà, ça, par rapport par exemple à l'interaction client, ben ça, je pourrais ramener dans mon entreprise. Et il est fort probable que si vous revenez avec l'idée « j'ai vu quelque chose de génial, c'est l'IA, j'ai fait quelques recherches, etc. », ça ne va peut-être pas marcher disons, dans la proportion de ce que vous pourriez attendre. Par contre, à partir du moment où vous adaptez votre langage, eh bien, ça va totalement changer le discours. Je vous donne un petit exemple, justement, tiré de ma pratique. Lorsque je dis à mes étudiantes et étudiants qu'un code
informatique, c'est une langue, c'est un langage, que je leur dis qu'il y a de la poésie qui se fait dans ce type de domaine, en Python ou autre, que je leur montre ce type de poésie, et qu'en somme, je leur dis, la programmation, est-ce qu'on peut avancer là? Je leur dis, la programmation, finalement, c'est un acte de communication, c'est un texte, c'est une création, c'est une pratique sociale. Ben là, j'ouvre la porte à une culture numérique, et au bout d'une année à peu près, c'est eux qui me demandent l'équation. D'accord? Et c'est exactement le type de stratégie aujourd'hui, et j'ai l'impression que de ça, finalement, on a relativement peu parlé. C'est pour ça que je me permets d'en parler. C'était aussi la dimension, entre guillemets, ouverture, c'est-à-dire l'humain, le facteur humain là derrière. On a entendu plusieurs fois parler du facteur humain, je vais y revenir un petit peu plus tard, mais il y a aussi cet enjeu-là qui est véritablement un enjeu de communication. Si vous voulez faire collaborer les gens, si vous voulez les amener à travailler ensemble dans tout ce qui nous a été dit, c'est-à-dire favoriser l'interdisciplinarité et autres, eh bien, il faut aller leur parler selon les éléments qui les intéressent. Au niveau des ventes, par exemple, différentes études ont pu montrer, par exemple, que valoriser vraiment justement les manières d'augmenter le contact avec le client peut intéresser un certain nombre de vendeurs. Pas l'intelligence artificielle en soi. Ça, a priori, c'est plutôt quelque chose d'anxiogène qui, justement, va créer un sentiment d'incompétence. Qui, aujourd'hui, peut vraiment se dire très à l'aise sur ces sujets? Il y a très très peu de gens. On espère que c'est quelque chose qui va changer, aussi pour avoir, comme le disait M. Zuperoli, un rapport éthique à ce type de technologie. Autre chose, soutenir les entreprises dont on a entendu parler étaient assez souvent des startups, donc qui recevaient des encouragements financiers. Le soutien, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, on l'a dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on doit attendre aussi, on doit demander en fait des dynamiques publiques, et les entreprises ont aussi un rôle à jouer par rapport à ça. Ça, on l'a entendu quelques fois. Encourager toutes les initiatives qui vont dans la direction d'une culture. Donc c'est ce que font certaines institutions aujourd'hui, par exemple. Et puis, au sein d'institutions particulières, en fait, créer des structures de soutien ou en tout cas avoir des personnes ressources. Par exemple, à l'Université de Lausanne, lorsqu'on a envie d'accompagner la transformation d'une technologie, eh bien, il y a des gens pour ça. Parce qu'on ne peut pas avoir, a priori, toutes ces compétences lorsque vous êtes historien, historienne ou biologiste. Si vous voulez amener un produit, eh bien, il y a quelque chose à faire. Il faut qu'il y ait un ou une répondante. Autrement dit, il faut procéder potentiellement à un certain nombre d'engagements qui vont accompagner ce type de transition. Et je crois que c'est l'avant-dernier terme, imaginer. On a parlé plusieurs fois aujourd'hui justement des fantasmes. Ce facteur-ci, c'est-à-dire imaginer le futur. Et la grande question, c'était, mais c'est sans doute l'endroit sur lequel, le point sur lequel il y avait la plus grande divergence dans ce que j'ai pu entendre. On n'est qu'au début, on est à peu près à la fin, c'est bientôt, le printemps n'a pas commencé, on arrive vers un nouvel hiver, d'accord? Donc il y a quelque chose ici où, en fait, dans ce domaine de disruption permanente, qu'est-ce qu'on fait en fait? Comment est-ce qu'on doit se positionner par rapport à ce type de structure? Qu'est-ce qu'on peut faire en fait par rapport à cette grande variété qui en plus va être cumulative? On a parlé aujourd'hui d'intelligence artificielle, mais on n'a pas parlé de l'impression 3D et donc de la manufacture additive, etc. Donc tous ces domaines, on le sait, vont interagir. Qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? Eh bien, vraisemblablement, on doit libérer la capacité d'imagination. C'est-à-dire que la question, ce n'est pas toujours est-ce que telle technologie va produire tel type de résultat, est-ce que vraiment les voitures autonomes vont arriver ou autre, mais la question, c'est plutôt, en fait, faisons comme si, et par conséquent, sur cette base, très souvent, c'est plutôt quand est-ce que ça va avoir lieu. Donc en partant de l'idée que ça va avoir lieu, on peut envisager en fait, un certain nombre de procédures et imaginer en fait, qu'est-ce qui pourrait se passer dans ce type de domaine. Je vous cite un exemple qui vient d'un ouvrage consulté pour préparer et la synthèse et l'ouverture de technologie fallacie et qui remet justement l'accent en particulier sur le facteur humain.
au sein de ces transformations, et qui dit, ben voilà, les voitures autonomes, par exemple, on ne sait pas véritablement en fait, quand est-ce que ça va arriver, mais on est à peu près sûr qu'à un certain moment, ça va arriver. Et vous êtes sans doute plus familier que moi de tous ces documents qui sont produits par différents acteurs commerciaux ou directement par l'Europe sur les différents trends, que ce soit en intelligence artificielle ou autre. Et c'est vrai qu'on nous promet en fait monts et merveilles dans les années à venir. Et on l'a entendu aussi aujourd'hui encore, avec dans certains cas des réalisations très concrètes dès aujourd'hui. L'exemple d'une voiture autonome, eh bien, dans cet ouvrage, mentionne le fait que ça va impacter des tas de domaines. Les revendeurs automobiles. Si les voitures sont autonomes, est-ce qu'on va réacheter des voitures ? Ça va impacter aussi les constructeurs, évidemment, qui vont devoir envisager autrement leurs produits. Ça va impacter les designers de voitures. Ça va impacter les compagnies d'assurance et le secteur immobilier. À partir du moment où vous n'avez plus besoin de parquer vos voitures et vous pouvez vous baser sur un réseau, disons, qui vous amène directement aux endroits, eh bien voilà autant de domaines qui, en fait, pourraient être bousculés par l'arrivée de la voiture autonome. Et le livre mentionne encore un tas d'autres cas, comme la restauration et autres. Avoir une équipe interdisciplinaire qui se permet d'imaginer un certain nombre de choses et donc qui va mobiliser dans ses compétences. Et là-dedans, en fait, les experts ne sont pas les experts en intelligence artificielle. Ça peut être aussi des personnes, en fait, qui viennent d'autres institutions, voire qui ont un certain vécu et qui mobilisent de façon plus générale, en fait, leurs compétences. Vous avez ici une image de Roland Barthes avec la Citroën, et je vous montre un petit passage qu'il écrivait il y a bien des années maintenant sur la Citroën, qui dit « Je crois que l'automobile est aujourd'hui l'équivalent assez exact des grandes cathédrales gothiques, je veux dire une grande création d'époque, conçue passionnément par des artistes inconnus, consommée dans son image, sinon dans son usage, par un peuple entier qui s'approprie en elle un objet parfaitement magique. » Voilà, ben ça c'était la voiture il y a quelques années. La voiture autonome va complètement changer ses représentations. Ce sera plus ça la voiture. C'est déjà plus ça la voiture. Si vous regardez dans les jeunes générations, les personnes qui prennent leur temps en fait pour acquérir un permis de conduire. C'est déjà un symptôme. Donc on sait qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et par conséquent, avoir ce type de connaissances, le mettre en jeu, se dire, ben, ça sera quoi en fait les valeurs de prestige de la voiture de demain, va vous aider en fait, y compris par rapport aux questions d'intelligence artificielle, à mettre un petit peu le bateau dans le bon sens. Et le dernier point, c'est évidemment humaniser. Le facteur humain, on l'a entendu plusieurs fois aujourd'hui. Je suis revenu plusieurs fois dessus aussi de mon côté. Je vous ai déjà cité un des deux ouvrages, donc la technologie fallacie, mais aussi ce deuxième livre qui, en fait, pense véritablement, on l'a entendu aussi, une logique de complémentarité. La question n'est pas tant celle de l'obsolescence des humains et de potentiellement la suppression des emplois, même si on sait que certains facteurs vont être touchés, mais on sait, et ça a été évoqué, que des métiers hybrides vont devoir être constitués, y compris pour définir, avoir un rapport pour communiquer, pour vulgariser sur ce que fait l'intelligence artificielle, pour, disons, échanger et avoir un rôle de médiateur par rapport à ce type d'objet. Et là, évidemment, il y a beaucoup de choses à faire, y compris en termes éthiques. On en a entendu parler à plusieurs reprises. Sélectionner bien ces datas, mais aussi avoir une longueur d'avance dans la tradition européenne par rapport à une certaine forme de protection, malgré les différents risques. Peut-être que demain, une des plus-values, ce sera justement d'avoir des données qui sont considérées comme éthiques et par conséquent de faire un certain nombre de choix de société qui, eux, ne dépendent pas véritablement de l'évolution des technologies et de la complexité des algorithmes. Quelque chose qui peut souvent échapper aux entreprises et qui pourrait être délégué. Donc il y a un enjeu en fait à faire monter les compétences de façon générale dans une perspective humaine, c'est-à-dire en tenant compte, comme disait M. Zuppirelli, des différents enjeux qui sont propres à l'exploitation des ressources et à la viabilité en fait de ce type de technologie dans un horizon relativement court. Quand on met tout ceci ensemble, en fait, collecter, collaborer, former, inspirer, soutenir, imaginer, humaniser, moi, ce que je vois ressortir, à vrai dire, c'est qu'il s'agit de créer une culture. Et c'est ce qui ressort assez souvent.
L'intégration de l'intelligence artificielle, c'est évidemment l'intégration de techniques, c'est faire appel, comme on l'a dit, à un service particulier, c'est faire appel à Amazon pour louer ses services par rapport à de l'intelligence artificielle. Mais au niveau sociétal plus global, en fait, c'est vraiment approcher cet objet, se permettre d'approcher cet objet dans une approche qui soit beaucoup plus transversale. Et les différentes entreprises, et là on a déjà plusieurs indicateurs qui le montrent, ça a été encore rappelé tout à l'heure, les entreprises aujourd'hui cherchent ce type de profil hybride. Ce qui me semble être aussi une sorte de message d'espoir par rapport aux personnes qui, dans vos entreprises, voire mes collègues à l'université, se sentent dans une situation potentiellement d'obsolescence par rapport à des nouvelles technologies. On a besoin de ces compétences métiers et de ce type de savoir spécifique. On doit le faire converger, en fait, avec les acquis de l'intelligence artificielle dans des équipes interdisciplinaires. C'est l'objectif, évidemment, de cette journée. Et puis, c'est... Oups là, c'est pas ce que je voulais. Alors, je laisse tomber la dernière dia. Vous devriez voir ensuite la dia qui correspond, en fait, au festival Numeric Games de façon générale, qui a aussi, justement, pour objectif de faire converger les jeux vidéo, mais dans une logique extrêmement générale, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que le numérique, qu'est-ce que c'est la créativité aujourd'hui, en quoi ces objets, en fait, deviennent des objets à proprement parler transversaux, qui font interagir différentes formes d'art, que ce soit la littérature, la narration, l'expression corporelle, la photographie, le cinéma. Et voilà, avec ceci, j'arrive à la fin de cette synthèse. J'espère que ça a été pour vous. C'était un exercice difficile.